New year, new office, new glasses. Oh, that's much better. Hi everyone. It's been a long time. A long time I haven't been vlogging. As you can see, I've moved space. This is my new office. We'll talk about it in some other vlog. So here it is. New year, new vlog. Friend is not my job. I have said this so many times on set to so many different people. And one day a key grip heard me as he was walking by and added, well, being a jerk isn't either. And he was so right. So the Piste Noire show is done and has been delivered and has been on the air for a week now. First 2 episodes are a hit, which, makes me happy. It was a very interesting experience for me since it was a first on many levels. It was my first job for traditional network, meaning a TV channel. It was my first job that I didn't originate it or didn't write myself. Basically, it was my first real gun-for-hire job, and it wasn't easy as I thought it would be, especially when it comes to the relationship with the production and the network, which was pretty tense to say the least. Even though looking back, I think it was a shared responsibility, it really made me think and question myself. The main interrogation being, what do people expect from me as a director? So today I thought I'd break down these expectations department by department with testimonies of crew members and actors of my last job. Basically, the network expects you to do what you do. If they've agreed that you should direct, it means they have seen your work and that's what they want. Which is great if the subject, the arena, or the script is different enough from what you've previously done. If not, well, it's up to you to know if doing the same thing again and again is right or not. But usually, things are not as simple as they should. The network likes your work and they want you to do it, but not quite. For example, they want you to do what you do, but less violent or paced slower to fit their audience better. Most of the time, they will not tell you that at first, of course. Sometimes it's fine, and sometimes it can lead to conflict pretty quick. Because once you are stuck in a project that is going to take a year of your life, and your client starts to say things like, oh no, you can't shoot this scene this way because we're not this or that kind of streamer, and our audience has an average of 64 years old, and your pace is too fast, and blah, 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 blah. And that's where you start asking, why the f did you hire me then? Or for example, you are in a meeting and you start hearing things like, we all agree that actors don't walk as they speak, right? Because it confuses the audience and they don't understand the script anymore. And you're like, are you kidding me? Ever heard the expression walk and talk? Ever seen The West Wing? Sometimes you get hired for the wrong reasons, but the network expects you to deliver the best stuff you can, although some of their comments or demands don't make any sense and can drive the project straight into the wall. Which means they expect you to do what they want, but also diplomatically make sure that they don't turn the show or movie into a disaster themselves. The key word here is diplomatically. Now this is tricky, and keep in mind that what I'm about to say only covers the for client producer, whether it's for TV or streaming, because when it comes to movies, it's a bit different. So yes, the producer who has hired you is in a tough spot, almost always, stuck between a rock and a hard place. They have to make sure the network gets what they want and help you accomplish your creative vision. It can be especially hard when you're a gun-for-hire director, because as I've said, friend is not your job. You have been hired to do what you do the way you do it. And you will probably come along with your crew and your methods and your own pace. So basically the producer is the only one who has to work with you without knowing you. And like everyone, a producer has their way of doing things. Now, luckily making movies is the same all around the world. So most of the time the job is done without any problems. But sometimes things can get out of control. I mean, on a human level. The director-producer couple can go at war, and that's good for no one, especially not for the project. From what I've witnessed and sometimes been through myself, this happens for 2 reasons. A lack of communication between parties on one hand and methodology rigidity on the other. Both of these issues result in an absence of just going both ways. This kind of situation can get pretty ugly pretty quick. So for example, when I work with an elder producer who comes and intervenes in all my meetings, I can get a bit, let's say, annoyed to say the least. But if that person would have told me that they like to be there at every step of the decision-making process before doing it,
it, this could have gone much smoother. I would have understood that they were terrorized by the network that was putting a tremendous pressure on their shoulder, and that it was the way things were done in the old days when TV show directors were considered as second-hand directors. So when that kind of stuff happens, my solution is to close off and aim at my only goal, make a good movie or a good show. Because even if you get in terrible fights with people, if the final result is good, they will always forgive you. No one cares about how hard to shoot a movie or a series were. They care about how good or bad it is. You may not work with these people again, but you won't have lost a whole year of your life and you will have something to show for. I made a whole tutorial about this. Check it out. Well, I've vlogged about the actors many times. So the main thing is to make sure you create a safe environment for them. An environment where they feel comfortable and where they can unleash their creativity. All actors have different ways of practicing their craft, so you have to adapt to them. And I mean all of them. And that's probably the hardest, creating a work environment where everybody can work with their own method, at their own pace, but where everybody will be 1,000% at the same tenth of a second. For more on that, check out this video too. A crew is like an army. It needs a general. And that's about where the military metaphor stops. On set, you call the shots and you make the decisions, but it doesn't mean you are always right. It is very important that you know what every department does on set, but each and every one of their head will always know their job better than you. So you need to be clear enough to explain what you want without telling people how they should do it. At the same time, you need to know how things are done to make sure nobody tries to bullshit you out of an idea. And finally, you need to be humble enough and open enough to let your crew members suggest things to you. Because they know their jobs more specifically than you and most of the time have ideas you cannot think of. Managing your crew well when you direct means listening a lot to be able to make the most enlightened decisions in a split second. So once again, friend is not your job, which means you will have to arbitrate between people, departments, and creativeness. But since being a jerk is not your job either, you have to make sure you do it the right way, firmly but nicely. And you have to recognize when you are wrong and be ready to change your mind and make choices without your ego in the equation. And now, let's see what crew members, actors, people I work with have to say about this. Oh, mon Dieu, il y en a plein. C'est très difficile. Non mais tout est bien, enfin je veux dire, franchement, sans déconner, chaque plan, chaque scène, c'était à chaque fois un truc qui était nouveau. Et à son découpage, le travail qu'il faisait avec Paul, moi je me suis jamais emmerdé en fait. Voilà, la plus grande surprise du tournage, c'est que je me suis jamais emmerdé. Pas une seconde, c'est quand même assez rare. Une scène en interrogatoire avec Jules Sago et Thibaut de Montalembert, je sentais pas trop et Fred a fait un plan très spécial, un peu en hauteur. Il y a eu un super truc de jeu qui s'est mis en place, ça c'était trop cool. Je me disais comment on va les faire et puis de plans un peu spéciaux et des plans séquences. On avait une liberté du jeu et qui se sont faits un peu comme ça, de manière inattendue. Toutes les expériences quand on était à Avoria, sur les pistes, dans un endroit perdu, dans lequel on est parti en rat-track, motoneige, quad. Chaque journée était un bon souvenir. Les premiers repérages, c'était assez drôle. On a commencé à se projeter, surtout Fred a commencé à se projeter dans ce projet avec les décors et tout. Il y avait des idées qui ont été chouettes. Le refuge était un beau décor. On a bien marché dans la neige jusqu'au milieu des cuisses. Ça, c'était drôle. Voilà. Je dois dire que partir 3 mois à la montagne, c'est quelque chose de très motivant et j'adore la montagne, donc ça a été pour moi une chance de partir comme ça si longtemps, en immersion. Au tout début du tournage, on est allé voir avec toute l'équipe un match de hockey. C'était l'équipe de Morzine qui jouait contre Toulouse, je crois. Parce qu'on est allé toute l'équipe au match de hockey. Et il y avait Fred même, et il adore le hockey, et donc on a pu partager ça tous ensemble, c'était super chouette. J'ai adoré tellement de paysages, de lever de soleil, les abords du lac. C'était assez cool l'incendie de la caravane. C'était une config assez cool parce que j'avais jamais fait ce genre de truc et c'est toujours agréable de faire quelque chose qui fonctionne et qui sort un peu de l'ordinaire. Après sinon moi dès qu'on était dehors avec de la neige et de la montagne, moi ça m'éclate, mais comme c'est pas moi qui porte le plus lourd, je suis à peu près le seul qui dira ça probablement de l'équipe. Être suspendu quand même à 38 mètres, c'était quand même pas mal en haut du pont. C'est pas tous les jours qu'il y a l'occasion de faire ça. On a des très belles photos d'équipe. Quand j'ai dû me pendre à 40 mètres de hauteur du pont, j'ai eu un peu les boules. Il se trouve que ma partenaire qui est Chamé, Solène, elle était morte de rire et elle avait pas du tout peur. Donc c'était encore pire parce que je me sentais conne d'être stressée. Elle était là, on peut le refaire,
s'il vous plaît, on peut le refaire encore. Au final, ça s'est hyper bien passé. Jouer la scène comme ça, où tout le monde disait ça va être compliqué de jouer et tout. En fait, c'est marrant, il y a un truc où tu penses plus du tout à ta peur, t'es dans la scène. Il y a ta partenaire, il y avait une nacelle en fait avec la caméra et Léonore qui prenait le son et tout. Et en fait, tu te dis, il peut rien se passer parce que t'es dans le cadre du tournage. Souvent, quand t'anticipes la scène, t'as plus peur que ce qui se passe vraiment. Ce que les gens ignorent, c'est que quand on a froid, on peut pas parler. Une scène où tu te cailles, tu es comme ça et tu finis pas. Puis t'as Thomas qui arrive, qui est l'ingé son, qui fait ça serait peut-être pas mal que tu bois de l'eau chaude. En plus de c'est chiant d'avoir froid, c'est hyper dur de jouer avec le froid. À Avoria, on a eu 10 jours de chute de neige. Quand on tournait à Avoria. On a tourné à Avoriaz. La tempête de neige à Avoria. Sur le décor où on a tourné à Avoriaz. Toujours à Avoria, les tempêtes de neige. Neigé 40 cm de neige toutes les 2 heures. Ces tempêtes de neige toute la semaine. Quelques plans stead dans des contraintes physiques et de temps, de météo, qui ont été assez éprouvantes. J'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait différentes sortes de neige. On a les flocons, on a la neige glacée, on a la neige pluie et on a aussi la neige polystyrène. Je savais même pas que ça existait. Le décor chez les Jourdans, c'était un décor bourré de vitres, bourré de réflexions dans tous les sens. Disons qu'on avait des bonnes séquences avec pas mal de pages, il y a beaucoup d'infos à faire passer, donc ça c'était un peu relou. Donc on sortait du premier décor où on était resté 3 semaines, donc je pense que le temps qu'on se re-rôde, c'était un peu laborieux. Oh, à la rotonde, quand il y avait plus de fondu. C'est encore l'histoire de Covid. Du coup, t'es obligé de refaire le plan de travail plusieurs fois, avec plein de contraintes. Quand on était avec Christiane, on devait faire une sorte de course-poursuite. Et en fait, comme ça se tourne à la neige, on a fait des aquaplaning avec la voiture dès le début. Sur les derniers jours, quand j'étais en ski, les saisonniers qui sont sur place me disent mais tu vas skier avec des skis comme ça. Parce qu'en fait, c'est des skis réglementaires descente. Donc c'est des skis ultra lourds, très grands. Et c'est fait pour la descente. Et pour tourner, c'est pas l'idéal. Petite galère là-dessus en me disant comment je vais finir. Et d'ailleurs, je me suis gaufré. Et de faire l'énorme speech en hurlant avec le froid qui s'immisce dans les oreilles. Toute la team de la figuration, elle était tellement ouf là-bas que même si tu dois crier avec des gens qui ne réagissent pas en face parce qu'ils n'ont pas le droit de faire du bruit, bah t'es quand même un peu galvanisé quoi, parce que eux ils transmettaient trop quoi. Plaisir, gourmandise et joie. Travail, improvisation et douceur. J'en ai fait que 2, donc je dirais que 2 mots. En 2 mots, mout-mout, c'est un peu le bruit de la neige quoi, mout-mout. Puis les gens ils sont habillés un peu en mouton. Doudou des mout-mout. Voilà. Très chaud. Alors, très chaud. Froid, bonne humeur. Enfin, c'est un groupe nominal, c'est pas un mot. Intense, intense. Fondu, raclette, génépi. Plaisir, froid et fierté quand même. On a réussi à le faire, ce projet. Blanc, sombre et Fred. Plaisir, ski. Et puis une belle rencontre avec une équipe super sympa. Raclette, chaufferette et la rotonde. Froid, intense et joyeux. Beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Plaisir, libération, légitimité. Voilà. C'est même moi. Éprouvant, sur la durée, c'était pas évident. Amusant à faire, il y avait quand même une très bonne ambiance. Concentré quand même. C'est que quand il fallait bosser, les gens étaient là et c'était plutôt concentré finalement comme plateau, quoi. Froid, neige, soirée. À part pas les soirées. C'est quelqu'un qui connaît très très bien son outil. Il a une espèce de liberté d'invention que j'ai rarement rencontrée. De la bienveillance envers évidemment les comédiens, parce qu'on sent qu'il les aime, enfin qu'il aime ce métier et qu'il aime travailler avec des comédiens, ce qui est génial et finalement assez rare de la part d'un réalisateur, de le sentir autant en tout cas. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup les comédiens, qui est très preneur de ce qu'on peut lui donner. Parce qu'il y a des tas de réalisateurs qui ont peur des acteurs, qui ont peur de se faire voler je ne sais pas trop quoi, ou qui ont peur de travailler avec eux. Et c'est pas le cas de Fred. Il fait confiance. Et ça aussi, c'est rare. C'est-à-dire qu'il sait déléguer, il sait faire confiance, il sait écouter les propositions. C'est le 4e film que je fais avec Fred, qui est quelqu'un qui pose un plateau très détendu et agréable, mais en même temps avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. On arrive tous à travailler dans un super climat de plaisir. Il est très très bienveillant avec tous les membres de son équipe, donc ce qui fait que le climat est très doux et très fluide. Enfin, c'est un super contexte pour bosser. En prépa, il envoie énormément de références, il sait où il veut aller. Moi, ça me pousse à aller plus loin dans des choix et de lumière et de cadre assez engagés, qui marchent bien avec le genre, qui lui plaisent beaucoup, il est très friand de tout ça. C'est quelqu'un qui nous parle en permanence de ses références cinématographiques. C'est un geek des références et on se sent un tout petit peu démuni à chaque fois qu'il nous parle de... Et tu sais, c'est en référence à tel plan de tel film. Ah oui, mais je crois que j'ai pas vu le film. Et ça nous permet de poser des jalons sur ses intentions de cadre et de lumière. C'est un contrôle fric total. Il veut tout contrôler.
tout. Il a une idée en tête et il essaie de la mener à bout. Il est dans la concision de ce qu'il veut. Donc il est hyper clair sur ce qu'il veut. Des fois où il va être très directif. J'ai l'impression qu'il monte déjà dans sa tête en fait quand il fait des choses. Si on fait des blagues, il peut être touché s'il sent qu'il perd notre attention ou notre amour. Il préfère le Ronin au Stead. Et je suis un peu triste, mais je pense avoir réussi à le convaincre que l'inverse est aussi possible. Je pense qu'il y a eu quelques situations où le Stead est quand même beaucoup mieux que le Ronin. Dès qu'on lui posait une question, on avait souvent très rapidement même la réponse pour le choix des véhicules de jeu, pour de l'organisation. C'est très agréable de travailler avec Fred, en tout cas pour ma part. Il fait confiance, puis il sait vraiment ce qu'il veut. Et il y a des jours où, avec la fatigue et tout ça, tu te dis genre, on pourrait aussi faire un truc plus simple. Son humour, sa positivité. Son petit côté chenapan, ou quand il a pas envie, quoi. Des fois, il fait la sieste. C'est pas vraiment un défaut, c'est un besoin. Mais après, on peut le réveiller avec un quadro. Un quadro, c'est un gâteau trop bon, une gaufrette au chocolat à l'intérieur. On a l'impression qu'il est en dilettante un petit peu, on se demande s'il est concerné. Pas avec les comédiens, mais voilà, ça a l'air très facile, ça a l'air très léger comme ça. Puis là, en voyant les images, j'ai été rassuré en fait, c'est qu'il maîtrise bien sa chose, qu'il semble facile en tout cas, d'extérieur. Voilà. Que ce que j'avais pris pour du dilettantisme peut-être au départ, c'est de la compétence. Sa mégalomanie enfantine. C'est-à-dire la mégalomanie de l'enfant qui dit mais si, je veux ça. Puis à un moment quand on lui dit non mais ça va bien maintenant, tu vas te calmer, il fait quoi, qu'est-ce que j'ai fait et il est médusé comme un enfant. Parce que c'est pas de la vraie mégalomanie, ça lui permet de faire des miracles avec ça, avec exactement la même chose. Quand tu grattes le vernis de tout ça, il y a une immense gentillesse enfantine aussi, et tu dis allez viens, et tu me prends dans tes bras. C'est une vraie jazette. Une jazette, c'est quelqu'un qui arrête pas de parler là. Et je voulais le faire avec l'accent pour qu'ils comprennent. C'est vraiment qu'il était impatient là. Franchement, il est tout le temps là en train de dire je suis prêt, moi je suis prêt. Alors qu'on n'est pas prêt, en fait. J'espère que ça t'a plu, ça vous a plu. Now, keep in mind that all of this is my own personal vision of what managing a set and a project is. It comes from my own experience and will probably change from time to time. Leading a group of people, whatever your line of job, is a hard thing. But it's a skill that can be learned and is perfectible over time. In the end, I think the best way to do it is to take your own ego and everyone else's out of the equation. To be as human as possible and never take anyone by surprise. The idea is to be predictable in a good way. That's what I've changed my motto. It's now, I say what I do and I do what I say. And I'll see you in the next one.